It's a good day for singing a song, and it's a good day for moving along. Yes, it's a good day. How could anything be wrong? Good day from morning till night. I said to the sun, good morning, sun. Rise and shine today. You know you gotta get going if you're gonna make a showing. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau jour de brocante. Et regardez où je vous emmène aujourd'hui. À ma droite, du rose, juste derrière moi, du rose aussi. Et oui, nous sommes à Toulouse, la célèbre ville rose qui aurait pu aussi s'appeler la ville pastel ou encore la cité des violettes. Je vais vous raconter ça tout à l'heure parce qu'aujourd'hui, je vous emmène à la découverte haute en couleurs du patrimoine et de l'histoire de cette ville, sans oublier bien sûr notre traditionnel détour par la brocante. Alors tout de suite, le sommaire. Au cœur des Pyrénées-Orientales, nous vous emmenons à la rencontre de Jean-Paul. Coiffeur barbier depuis 40 ans, il collectionne tous les objets qui racontent les grandes tendances capillaires du siècle dernier. Chez lui, séchoirs et casques chauffants ont tout l'air de sortir d'un film de science-fiction. Il y avait des brûlures et on disait il faut souffrir pour être belle. Mais souvent, il y avait des gens qui partaient sans les mèches. Nous restons dans le sud, en allant à Béziers pour l'un des déballages marchands les plus importants de la région. Un rendez-vous immanquable pour le brocanteur Édouard d'Arsonval, qui, en bon professionnel, ne s'en laisse pas compter quand il s'agit de prix. C'était pour savoir en fait le prix de l'encoignure. Elle affichait 2000. Ah. Bon, 2000 €, c'est excessivement cher personnellement pour ce genre de meubles. Une fois par semaine, les chineurs de la côte méditerranéenne se retrouvent à Cannes chez le commissaire-priseur Karine Aymar pour la journée des expertises gratuites. Connue pour ses ventes de mode vintage, elle reçoit régulièrement les particuliers souhaitant se séparer de vêtements qu'ils ne portent plus. Oh, mais tu as de la couleur, hein. Celui-là, il fait un peu mal aux yeux, hein. Dans le Lot-et-Garonne, Nathalie nous accueille dans un ancien relais de chasse du XIIIe siècle qu'elle a transformé en maison d'hôte. Immense cheminée, vaste salon, chambre douillette. Il n'est pas rare que ces hôtes aient envie de rester plus longtemps que prévu. Quand parfois des autres partent en me disant « on est chez toi, chez nous », je me dis « mon but est atteint ». Humainement, c'est un métier magnifique. Qu'il est loin mon pays, qu'il est loin. Parfois au fond de moi se ranime l'eau verte du canal du Midi. Toulouse est une ville d'eau, avec la Garonne bien sûr, mais aussi avec le canal du Midi qui relie la Méditerranée à l'Atlantique. Et si vous connaissez la ville, je suis sûre que vous reconnaissez cet endroit. Je suis sur le quai de la Dorade. Aujourd'hui, c'est le point de départ et d'arrivée de tous les bateaux de balade touristique. Mais il y a près d'un siècle, c'était un lieu de vie très animé. C'est ce que va nous raconter Gérard, notre Toulousain pur souche. Au mon pays, au Toulouse, au Toulouse. Bonjour, Ça fait plaisir de faire votre connaissance. je vous remercie beaucoup Vous d'être allez bien venu nous voir à Toulouse, c'est bien. Ah mais je suis ravie, c'est ma ville natale. Non, c'est vrai, Mais oui. formidable. Et c'est je bien. suis là. Gérard fait partie de l'association des Toulousains de Toulouse. Voilà. C'est pas beau ça? Alors, aujourd'hui, c'est très très calme. Oui. Mais avant, il y a près d'un siècle, c'était un lieu de vie. C'était très très important. Au niveau de l'hygiène, puis il y avait les bateaux lavoirs. Alors, vous allez Voilà. me montrer ça parce que vous avez Voilà. des images de ces quais, il y a Voilà. près de 100 ans, Voilà. où on voit Alors, ces on voit. fameux bateaux lavoirs. On voit les bateaux lavoirs. Regardez, c'est incroyable. Ah, il y a Voilà. tout le linge qui sèche. Et on faisait sécher sur le port de la Dorade, Ouais. sur des fils de fer, tous les draps particulièrement, puisqu'il fallait laver les draps. Il n'y avait pas, dans Toulouse, il n'y avait pas de lavoir. Il n'y a pas de source. Tout se Donc, il passait fallait directement tout se sur prendre le à Garonne. fleuve. Donc Donc très ça- actif. Alors il y avait ce qu'on appelait les bains chauds, bains de santé. Oui. Quand on ne se trouvait pas très bien, on allait prendre un bain. Il y a les bateaux lavoirs pour laver le linge Oui, et les bains, les bateaux bains, on va dire. pour laver les hommes. Donc on utilisait l'eau de la Garonne, Qu'on faisait chauffer, Et on qu'on la mettait faisait dans chauffer. une baignoire, hein, on se baignait, puis après, hop, pas l'eau- mal. l'eau sale partait dans la Garonne. C'était c'était biodégradable. Ah c'est ça. Il paraît qu'à l'époque on n'hésitait pas à se baigner dans la Garonne d'ailleurs. Ah ben oui, mais jusqu'à l'époque récente, 1970, on se baignait. Et voilà, une Voilà. carte postale
De l'école de natation. L'école de natation, oui. Donc, ça me paraît assez incroyable. Moi, là, je vois comme ça, on dirait un bateau. Mais en fait, Oui. c'est une piscine. Oui, mais vous l'avez là. Un peu plus en détail. Vous l'avez à l'intérieur. Ah non, c'est formidable. Voilà, Regardez ça. Sport à Toulouse, Voilà. école de natation Oui. sur la Garonne. Et en général, le fond pouvait se relever. Au cas où il y a quelqu'un qui se trouve mal, on pouvait le ressortir comme ça. Ah, très malin. Voilà. Il y avait aussi des bassins qui n'étaient pas flottants, mais on pouvait nager. C'est des petits circuits oui. finis avec un maître nageur qui C'est un- surveille un petit peu. Voilà. Un peu ce qu'on fait encore aujourd'hui Exactement. en mettant des filets. Les vieilles cartes postales. Voilà. Adrien vous dit Ah, mais bonjour, voilà. nous aussi. Voilà. Oui, vous, mais avez, voilà. vous avez le bonjour d'Adrien. Voilà. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him two lips like roses and clover. Then tell him that his lonesome nights are. Gérard, ici, on est sur le quai de la Dorade. Oui. L'église qui est juste là, C'est l'église c'est à l'église Dorade. de la Dorade. Voilà, oui. Alors, ça a d'abord été, dès le début de l'époque romaine, un temple païen Ouais. qui était christianisé au IVe siècle. Et on aperçoit, sous l'escalier qui descend dans les quais, la morgue. Alors, c'était la morgue. C'est sympathique, ça, Ah dites-moi. oui, c'est comme vous dites, oui, mais... Pourquoi la morgue est comme ça, juste parce que on est Non. vraiment au bord de la Garonne, Oui, non, il y a mais- encore le linge qui sèche. La morgue était réservée aux noyés qu'on récupérait dans la Garonne. Mais La Garonne, oui, la Garonne, c'est un Donc- torrent. N'oubliez pas que c'est un torrent. Ah oui. Donc souvent, les bateaux se retournaient, les radeaux se retournaient. Et il n'y avait pas beaucoup de Et monde très qui savait souvent, nager. les noyés arrivaient jusqu'ici. Ça existe toujours? Ça existait jusqu'entre les deux guerres. Là- c'est là, le on la bâtiment voit qui est là, oui. La porte bleue, les bâtiments qui sont là. Ce que je vois derrière, là, c'est Ouais. le Pont-Neuf. Vous me disiez que la Garonne, c'est un torrent. Il y a eu des crues quand même assez violentes. Oui, importante. Le Pont-Neuf n'a pas toujours résisté. Non, première pierre 1540, on passe dessus 1630. 90 ans pour le construire. À cause des crues de la Garonne qui emportaient en cours de travaux une partie des ponts. Ce qui fait qu'il n'est pas tout à fait terminé. Parce Ah, qu'en toujours principe, non, parce que des gros trous qu'on a, voilà. Oui. Il y a des pierres un peu bizarres autour. Ces pierres étaient destinées à être sculptées. Et ça ne l'a jamais été. Mais Pourquoi au bout de 90 ans, on pensait que le décor c'était Ils se sont un lassés. petit peu dépassé, ça avait coûté trop cher. En tout cas, la Garonne est un fleuve assez capricieux et ce Pont-Neuf, c'est le seul à avoir résisté à la fameuse grande Ouais, crue de ouais. 1875. Voilà, oui. Mais celui que j'ai juste derrière moi, là, il a été complètement emporté. Emporté en grande partie. Moi, on m'a dit qu'en 140 ans, il avait été reconstruit 4 fois. Oui, oui, oui. oui. C'est incroyable. Mais c'est un pont un peu spécial. Il avait été construit par un particulier. Donc Ça il était va. un peu léger. Il est en armature en fer, Oui. mais le chemin de roulage était en poutre de bois. Il était tellement léger qu'à chaque fois qu'il y avait une Léger, crue, il il y était avait emporté. des petits problèmes. En 1926, on le retransforme un tout petit peu. Et en 1968, on le démonte complètement pour faire celui qui est là actuellement. Aujourd'hui, on sait que tous les ponts de Toulouse sont suffisamment solides pour résister aux crues éventuelles de la Garonne. Gérald, merci beaucoup pour ces belles cartes qui nous ont permis de nous replonger un siècle en arrière sur la vie quotidienne de ces quais. Je vous remercie d'être venu nous voir à Toulouse. C'est un plaisir de vous dire Voilà. bonjour aux associations des Toulousains de Toulouse. Je de n'y ma part. manquerai pas, je vous remercie. Bonne journée. Au revoir. Walking, the voices started to speak, and they wouldn't stop talking. There were signs all around. It really got Vous êtes nombreux à nous demander sur le site de l'émission quelle est la valeur de vos objets. Eh bien, Jour de Brocante vous propose une piste, suivre une journée d'expertise gratuite chez un commissaire-priseur. Les salles de vente en organisent régulièrement dans toute la France. Alors aujourd'hui, nous allons rester dans le sud. Prenons la direction de Cannes où nous attend Karine Aymar. hold on. La mer, le soleil, les palmiers, pas de doute, nous sommes sur la côte méditerranéenne, à Cannes. Et ici, l'hiver n'a pas tout à fait le même goût qu'ailleurs. À quelques pas de la Croisette, la salle des ventes organise, comme chaque semaine, sa journée des expertises gratuites. Bonjour à tous. Karine Aymar, l'un des commissaires-priseurs associés, attend les particuliers de pied ferme. C'est mignon. J'essaie de voir le pouvoir moderne de cet objet. Le commissaire-priseur s'est fait un nom dans la région pour ses ventes de mode vintage. Vous allez bien? Bonjour. Ça va? Oui. Et justement, elle retrouve une fidèle de la salle des ventes qui lui apporte quelques belles pièces. Prenez votre sac, installez-vous tranquillement. Qu'est-ce que vous m'amenez de beau? Ça, c'était quand j'étais jeune et belle. Ok. C'était il n'y a pas si longtemps. Ça fait 15 ans que je viens ici. C'est très sympa. Les maîtres, les commissaires-priseurs sont très sympas. Et ça vous plaît? Ouais, Voilà. beaucoup. Beaucoup.
Karine Aymar sort tous les vêtements et n'hésite pas à faire un peu d'humour. Oh, mais tu as de la couleur, hein. Celui-là, il fait un peu mal aux yeux, hein. On va faire des orages avec tout ça, hein. Ah oui, j'espère. Qu'est-ce qu'on a? On a un beau foulard de la maison Yves Saint Laurent. Il est sympa, il a des couleurs gaies. Années 80-90 probablement. 90. Ouais, 90, vous avez raison. Le bleu nuit, c'est très joli, c'est une couleur qui est à la mode. À mettre autour du cou, c'est des couleurs Saint Laurent, c'est sympa ça. On peut imaginer pour ce genre de foulard un prix autour de 30 à 50 euros. Ça vous va, madame? Tout à fait d'accord. Avec son œil affûté, les expertises sur les vêtements sont toujours assez rapides. Le commissaire-priseur passe déjà à la deuxième pièce. Une devient toute belle là-dedans, c'est pour l'été. Pareil, ça c'est années 90. Oui, oui. Yves Saint Laurent. Une jolie tunique sur un legging, c'est très joli. C'est très coloré, c'est moderne. La fronçure, elle est très très bien faite. Même la doublure là, c'est très joli. C'est du beau travail quand même, Saint Laurent. C'est des choses de qualité. De toute façon, on les payait, hein. Mais si à l'époque, ces vêtements de couturier coûtaient cher, en 20 ans, ils ont quasiment perdu toute leur valeur. Ça, on va imaginer un prix entre 20 et 30 euros. Parce que les vêtements, vous savez hein, comment c'est pas simple. Hein, les vêtements, il faut retrouver quelqu'un qui aime la couleur, la forme. Vous voulez... Ça me va, ça me va. Ça vous va? Allez, ça vous va. Parfait. On continue. Alors, celui-là, c'est un Hermès. Alors, il est signé là, Hermès Paris. Et Karine Aymar en connaît un rayon sur les carrés Hermès. En général, ils ont tous un titre. Donc là, c'est grand fond. Donc, c'est des beaux poissons. Ils sont très, très beaux. Vous avez des anémones ici. Vous avez des poissons clowns. Vous avez un oursin. C'est vraiment très joli. Le fond des bulles. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les poissons sont dans des bulles aussi. Un beau Il y a travail. quand même quelque chose de très cohérent. C'est vraiment joli. C'est du beau travail. Oui. Le foulard Hermès, c'est toujours l'occasion de faire des superbes couleurs sur des foulards. Oui, oui. C'est vraiment des très, très belles qualités. Quant à l'estimation pour ces foulards, il n'y a pas de surprise. Au niveau du prix, c'est tarifé. Entre 80 et 120. Oui. Voilà. Oui. Concrètement, il peut aller jusqu'à 150 s'il est très beau, que beaucoup de gens le veulent. Oui, oui. C'est bon? Très bien. Je pense qu'il fera un petit peu plus simple. Impeccable. Des expertises légères et dans la bonne humeur qui rappellent le temps où l'on osait tout porter. C'est à votre mari, ça? Oui. Il vient de beau avec ça. Et c'est Hermès. Alors ça, c'est très, très marrant. J'en ai jamais eu. C'est la première fois que j'en ai, des bretelles Hermès. En même temps, c'est flashy. Monsieur, il l'a peut-être pas porté trop souvent. Non. Mais bon, c'est sympa en attendant. Non, non, non. C'est marrant. C'est vraiment rigolo. Elles sont impeccables, hein. Vous êtes soigneux, hein. Ça, c'est bien. Car une tache ou un accroc peut faire perdre la moitié de sa valeur à un objet. Quelle sera son expertise pour ces bretelles atypiques? On va mettre quand même 50 à 80. OK? Parce que c'est vraiment sympa, c'est original, on n'en a jamais eu. Les ventes de mode vintage sont très prisées dans la région. On y trouve toujours de belles marques à des prix défiant toute concurrence et parfois même des accessoires encore assez modernes. Ceinture Céline, en cuir bleu, signé ici, Céline Paris. Un petit peu des griffures, mais vraiment léger, léger. Ah, mais c'est même pas griffé en réalité, c'est une espèce de petite trace, là. C'est portable sans problème. Ça, vous pourriez la reporter, hein? Oh. Non? À mon âge, mais oh, vous rigolez ou quoi? Alors, on peut imaginer pour la Céline comme ça, entre 30 et 50 euros. Allez, 30 et 50 euros pour celle-ci. Très bien. Allez. Et ensuite, on fait le dernier. Petit sac Cartier, vous ne mettez plus? Non. Un sac que le commissaire-priseur replace tout de suite dans son époque. Il faut savoir que c'est une maison qui, dans les années 70, a fait beaucoup de sacs à main, notamment ces sacs à main avec ce bordeaux bien particulier. Et il y en avait beaucoup, plein de modèles différents. Le prix tient compte de l'état. À un moment donné, la personne qui va le racheter, là, va falloir qu'elle le fasse cirer. Il n'est pas de toute jeunesse. Si vous regardez, il a beaucoup de griffures. Celui-là, vous l'avez porté pour le coup. Oui, donc oui. celui-là, on va lui mettre un prix entre 20 et 40 euros. Voilà, celui-là, parce qu'il est quand même, il a des usures. OK? Bien décidée à tout laisser pour une prochaine vente, cette dame est prise en main par une collègue du commissaire-priseur pour l'enregistrement de ses vêtements. La particulière qui suit arrive bien chargée. Elle est pas Elle est assez lourde, c'est pour ça que j'ai pris une petite valise. Alors, c'est une ménagère, une partie d'une ménagère qui, paraît-il, est en argent massif. Donc, je voudrais avoir votre avis. OK. Alors, la ménagère en argent. Elle me vient de ma grand-tante.
Ça fait plus de 30 ans que je l'ai et je m'en suis jamais servi. Pour s'en assurer, une seule solution pour Karine Aymar, chercher le poinçon à tête de Minerve qui désigne les pièces en argent. Après un rapide coup d'œil, elle le trouve. Oui, casqué. Oui. Voilà. Ah oui, Ça, oui. c'est le poinçon argent. y est, Ça, c'est le vu, poinçon oui. argent. Donc en fait, il y en a 2 ou 3 poinçons. Deux. Il y a 2 Vous avez Minerve le poinçon d'argent et le poinçon de d'orfèvre. l'orfèvre. De celui D'accord. qui a fait. Une ménagère pour 12 personnes, composée de fourchettes, de cuillères, de couverts à poisson et à salade, mais malheureusement avec quelques manques. Alors, elle est complète, pas complète? Ah non, elle n'est concrètement pas complète. Alors, donc si elle n'est pas complète, c'est très simple. On la pèse. L'argent, c'est un métal au même titre que l'or et ça se vend déjà au niveau du grammage à un certain prix. Donc à partir du moment où on sait le poids, on peut commencer à faire le calcul et à partir sur une estimation. Le commissaire-priseur procède avec une certaine méthode. Je joue mi-cadeau là. Je trouve ça très original. Comme façon de faire, hein. Vous trouvez vous aussi? Il y en a des plus grosses en fait, moi je fais comme ça. C'est à l'ancienne. À 300 € le kilo d'argent, le commissaire-priseur s'apprête à faire un peu de calcul mental. Donc alors, on a à peu près 5,7 kg d'argent. D'accord. Donc en fait, partant de là, vu que la ménagère n'est pas complète, on va partir sur une estimation autour de 1 300 – 1 500 € approximativement. D'accord, donc vous, c'est le lot entier que vous vendez, Oui, mais avec il vaut un mieux, prix hein, de il vaut départ. mieux, hein. D'accord, Oui, c'est il pas vaut mieux. séparé. Ah non, il c'est ne faut pas séparer dans ces D'accord. cas-là. C'est-à-dire que c'est quand même rare que quelqu'un vienne et ait besoin Et juste cherche. de ça. Ce qui peut arriver, c'est que quelqu'un ait besoin d'une ménagère chez lui et se dise quand même qu'il y a assez de couverts pour faire des repas, parce que s'il devait l'acheter dans une boutique, il le paierait beaucoup plus cher. Cette dame repart avec une valise bien plus légère, heureuse de ce moment partagé. C'était très intéressant. J'ai appris énormément de choses sur les poinçons, sur l'argenterie. Très bien, la dame a été charmante et j'ai été ravie de cet après-midi. Ce couple de Canois est le dernier rendez-vous de la journée pour Karine Aymar. Bonjour. Santé. Ok, qu'est-ce que vous nous amenez de beau? Impossible de se faire une idée au premier coup d'œil, car les objets ont été particulièrement bien emballés. Qu'est-ce qu'il y a dans la pochette surprise? Elle est bien enveloppée pour pas que... C'est sûr que vous l'avez bien fait, mais c'est bien pour pas abîmer, vous avez raison. Voilà, pour pas abîmer. Hein. Est-ce que c'est un lingot? Ah, Ce ne sera pas de l'or cette fois-ci, mais néanmoins des pièces très précieuses. Sous les yeux de Karine Aymar, 3 sculptures en ivoire. Donc il s'agit de ce qu'on appelle un couple de dignitaires. Hein. La sculpture, le type de sujet, les fleurs, c'est vraiment des sujets vraiment chinois, des sujets typiques. Mais l'ivoire n'a pas été travaillé qu'en Chine. Les Japonais ont également été très prolixes. Entre les deux styles, il existe de vraies différences. En Chine, vous avez les dieux de la prospérité, vous avez les empereurs, vous avez des pêcheurs éventuellement. L'art japonais a peut-être plus une multitude de sujets. N'hésite pas à faire des choses sur la nature, sur les animaux, sur des situations un peu cocasses. C'est le cas du 3e objet apporté par le couple. C'est ce qu'on appelle un netsuke. Et les netsuke, c'était des boutons en fait, qui servaient à mettre à la ceinture. À l'époque, pour pouvoir transporter des objets, les Japonais en kimono utilisaient le netsuke comme un contrepoids qu'ils passaient dans leur ceinture. Le netsuke, c'est vraiment l'occasion de faire des choses plus amusantes, à mon avis. Là, c'est un vieillard avec un petit garçon caché. On dirait presque qu'il sort d'un œuf, comme s'il était en train d'éclore, quoi, si vous voulez. Avec le monsieur qui est à côté, c'est mignon, quoi, c'est charmant. ma venue ici, c'était pour voir si on pouvait les vendre éventuellement. Alors au niveau de la loi, on peut les commercialiser parce qu'ils sont considérés comme de l'antiquité. Car depuis 1976 et la Convention de Washington, le commerce de l'ivoire est très réglementé. Il faut pouvoir prouver sur facture que les objets en ivoire ont été achetés avant cette date, sauf pour les objets très anciens, pour lesquels il existe une dérogation. C'est le commissaire-priseur qui, en tant qu'expert, est capable de dire ça, ce sont des sujets qui s'inscrivent vraiment dans le début du XXe siècle, fin 19e. Là, vous voyez bien qu'il s'agit d'ivoire qui a jauni, donc qui a vieilli. Ce sont des objets qui sont vraiment typiques d'une mode à un moment déterminé. Son avis d'expert est tranché, elle peut passer à l'estimation. Un couple de dignitaires comme ça vaut entre 400 et 600 euros. C'est un prix qui est accessible. Ensuite, un petit netsuke comme ça, on peut dire que ça évolue entre 50 et 100 euros, une centaine d'euros, donc très accessible aussi. Est-ce que ça vous convient, le prix que je vous ai donné? Vous voulez réfléchir, ça vous convient? Oui, non. Une bonne estimation pour ce couple qui s'attendait à beaucoup moins. C'est vraiment magnifique, hein, parce que bon, on a des choses
qu'on avait comme ça en vitrine, qu'on ne pensait pas que ça valait quand même ce prix-là, quoi. Donc, Ils choisissent donc de tout laisser. C'est très aimable, merci beaucoup. merci, je vous en prie. Pour une prochaine vente spéciale ivoire. Vous êtes prêts pour une petite Chine toulousaine? Chaque premier week-end du mois, la ville accueille sa belle brocante de plein air avec plus de 120 brocanteurs. De quoi trouver votre bonheur. C'est joli. Quand on cherche à dresser une jolie table, on pense en général à la porcelaine, à l'argenterie, au linge de table, mais il y a encore un objet qui peut faire toute la différence, la carafe. Et dans ce domaine, il ne faut pas se tromper, hein. À vin, à liqueur, à eau, il y a tous les genres. Et justement, je vous propose d'aller chiner une carafe ancienne. En verre ou en cristal, elles sont magnifiques et j'ai repéré ici une brocanteuse dont c'est la spécialité. Vous venez avec moi ? Bonjour Isabelle. Bonjour Églantine. Ravie de faire votre connaissance. Je suis venue à Toulouse. Alors vous voyez, quand on arrive et qu'on voit toutes ces carafes, on se dit qu'est-ce qu'on va prendre? Mais en fait, chaque carafe a sa boisson. Oui. Vous avez les carafes à vin ici. Carafes à alcool, donc whisky entre autres. Des alcools Porto. forts, quoi. Exactement. Les liquoreux. Oui. Et puis il reste, j'imagine, les carafes à eau. Exactement. Derrière vous, les brocs à eau, brocs à orangeade. Chaque forme a une importance pour préserver l'arôme de la boisson. Oui, il faut, pour le vin entre autres, donc vous avez deux tailles différentes. Le vin rouge ou le vin blanc. Traditionnellement, je crois que les bouteilles de blanc sont toujours plus petites que les bouteilles de rouge, c'est ça? Oui, on boit plus de vin rouge. Et c'est pour ça que les verres à vin blanc sont plus petits que les verres à vin rouge. Tout à fait ça. Les carafes à vin sont toujours bouchonnées. Elles ont des goulots longs, étroits. Et elles ont toujours corps un ventre bien rond. Plus rond, exactement. Ici, vous avez un modèle emblématique de la maison Baccarat. Exactement, Oui, le modèle Harcourt. C'est ça. Qui est toujours au catalogue. Je peux vous demander combien vous les vendez? Alors, la carafe à vin rouge, je la vends 350 €. Ce qui est nettement moins cher que ce qu'on trouve en magasin, parce que c'est près de 600 €, non? 710 €. 710 €. Vous voyez l'intérêt de la brocante quand même. Once I had a love and it was a curse. Soon turned out her heart of glass. Seemed like the real thing only to find. Must mistrust love gone. Donc chaque carafe a son propre bouchon. Oui. Elles ont donc un bouchon qui porte un numéro. Et ce numéro, je dois le retrouver sur la carafe aussi, c'est ça? Ou dans le col, ou ici. Alors, il faut bien chercher, mais attention, c'est très important. Ce numéro que vous allez voir sur le bouchon, normalement, on retrouve le même sur la carafe. Il ne faut pas les mélanger, hein, les bouchons, Non. ça n'ira pas. Exactement. En fait, ce que vous pouvez vérifier quand un bouchon est d'origine, la partie ici supérieure du bouchon, Oui. elle doit entrer, regardez. Exactement. Ah oui, on voit bien ici la rainure qui doit empêcher la d'aller démarcation, plus loin. Voilà. exactement. Ça ne doit pas aller plus loin et ça ne Exactement. doit pas aller plus Donc loin c'est non bien plus. son bouchon d'origine. Isabelle, cette carafe à whisky, c'est aussi Harcourt. C'est le grand modèle Harcourt, oui. C'est le grand modèle, c'est en cristal aussi. C'est du cristal. Et ça, c'est pas le même éclat. Et non, c'est du verre. Quand un modèle avait du succès, d'autres manufactures le faisaient en verre. J'imagine que le prix est très différent. Très différent. Donc là, on est à quel prix chez Baccarat? 350. 350 et pour un modèle en verre qui est plus petit quand même? Elle est à 60 €. 60 €. On voit bien la différence, mais en tout cas, Exactement. voilà, il y a des Oui. possibilités moins chères. Je sais que vous êtes collectionneuse. Est-ce que vous avez une pièce particulière qui vous tient à cœur? Je crois que je les aime toutes, mais en particulier donc. Ah, je une suis pièce- contente, c'est aussi celle qui a attiré mon regard depuis tout à l'heure. En fait, voilà, c'est une paire d'aiguières, on appelle ça les aiguières. Et donc elles ont un corps cristal, oui, en torse, un cerclage donc argent, poinçon Minerve. Elles sont fin 19e, l'intérieur est en vermeil. Ce sont des carafes pour le vin? Oui.
Il est très rare de trouver la perle et dans cet état-là. Oui, j'imagine, c'est très rare. Elles sont absolument magnifiques. Oui. Et vous les vendez à quel prix? 4 000 €. 4 000 €. Oui. Qu'est-ce qui justifie un prix pareil? C'est si rare que ça? Oui. Souvent, il y en a une des deux qui a été cassée ou alors il y a des manquements sur l'argent. Bah Isabelle, merci beaucoup. En tout cas, maintenant, on va savoir parfaitement choisir la bonne carafe pour la boisson qu'on veut. Si on n'a pas les moyens de Sophia de Cristal, on sait qu'on peut trouver quand même quelques modèles inspirés des plus grandes manufactures, mais en verre. C'est moins cher. C'est magnifique. Merci beaucoup, Isabelle. C'est très gentil. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Je vous propose d'aller voir maintenant notre collectionneur de la semaine. On ne va pas très loin puisque nous allons jusqu'à Perpignan retrouver Jean-Paul. Il a été coiffeur pendant plus de 40 ans et il a gardé de son métier une véritable passion pour tous les objets qui viennent du monde de la coiffure. Il va pouvoir retracer plus d'1 siècle de bigoudis et autres objets capillaires. This is not a love song. Direction les Pyrénées-Orientales, à une trentaine de kilomètres de Perpignan, dans la petite commune d'Écluse. Il est 8 heures, la température extérieure est de 0 degré, mais peu importe, Jean-Paul est déjà sur pied. Oh, salut ma poule. Salut Titus. Tu vas bien? Tu piques, hein? Eh, je viens pour ça. Faut plus piquer. Après 40 ans de métier, ce coiffeur à la retraite continue de couper les barbes et les cheveux de ses amis. Les séances d'élagage ont lieu chez lui, au milieu des objets de sa collection, qui pour certains ont plus de 100 ans d'âge. Je l'ai fait refaire pour toi. Oh. Assieds-toi. Hein? C'est un fauteuil français, le Figaro. Ça date des années 50. Est-ce que tu es bien au moins? Pour le rasage, je pense que c'est bien, même pour une petite sieste. Lorsqu'il revêt son costume de coiffeur barbier, Jean-Paul aime utiliser les instruments d'antan. Et ce qui est valable pour le fauteuil l'est aussi pour la mousse à raser. Alors là, tu vois, je vais utiliser une poudre qui date des années 40 à peu près. Je l'ai eue par l'intermédiaire de notre collectionneur. Je lui ai échangé ces produits-là contre des rasoirs et voilà. Et la date de péremption, ça va? Ben oui, à l'époque, il n'y en avait pas. Donc, moi. Oh, bah alors. Hein, qu'est-ce qui s'est passé dans cette boîte pendant tant d'années? Cette poudre, qui se vendait au kilo, était uniquement réservée aux professionnels. Tu vois comme elle est tombtueuse, elle glisse bien. À l'époque, le barbier stérilisait toujours ses lames, car les clients profitaient de l'occasion pour faire un brin de toilette. Un moment d'intimité très propice aux confidences. Le coiffeur barbier dans le village, c'était quelqu'un de très très important. Quand on voulait savoir quelque chose, on allait le voir. On parle des salons de coiffure pour dames et des salons de coiffure pour hommes, c'est pareil. Hein. Alors, qu'est-ce que t'en penses? C'est plaisant. Ah, tout neuf. À la prochaine. Ah, avec plaisir. Si le poil des messieurs est à l'honneur entre ces 4 murs, les dames ne sont pas en reste. Et ça n'est que justice, car c'est sur leur chevelure que Jean-Paul a fait ses premiers pas dans le métier. Là, c'est moi qui suis en train de coiffer un client. Je reconnais sa nuque, mais je ne me rappelle plus de son nom. L'amour de son métier lui a donné l'envie de collectionner les vieux outils de ses prédécesseurs, comme ces curieuses machines datant des premiers salons de coiffure pour dames, qui n'auraient pas dénoté dans un vieux film de science-fiction. Alors là, on rentre dans la catégorie des appareils un petit peu extraordinaires, un peu fantastiques. Là, on a des séchoirs, à peu près de 1910 à 1930, pour sécher des mises en pli. Celui-ci, d'ailleurs, il ressemble à une main. On mettait la tête dessous. Il est articulé pour être au plus près des têtes. Ces mains articulées sont les ancêtres des casques que l'on connaît, mais elles avaient déjà une autre fonction. Le séchage à la main. Comme ces tuyaux chauffés, il y avait toujours une poignée pour sécher les cheveux de la cliente. Ces casques métalliques conduisaient tellement bien la chaleur qu'ils brûlaient parfois les oreilles des clientes, d'où ces astuces sur les derniers modèles. Là-dessus, c'était simplifié, on enlevait les oreilles. Et puis alors, si la cliente continuait à se plaindre, là, on avait l'ouverture.
du séchoir sur le haut. Donc on avait juste la couronne qui chauffait et le cerveau pouvait respirer. Là. Dans le registre des appareils intimidants, Jean-Paul a encore mieux, ou pire. Cette tête de méduse date du début du XXe siècle. Les premiers appareils à permanente à chaud. Pour les femmes qui avaient les cheveux raides, c'était extraordinaire. Que j'ai acheté à un particulier pour 8000 francs, quelque chose comme ça. Comment ça marche? On plaçait le bigoudi, que je n'ai pas, de cette façon, c'est-à-dire droit. On plaçait le bigoudi à l'intérieur de cette machine-là, voilà, paf. On bloquait, on branchait les fils et on laissait chauffer. Mais il n'y avait pas de thermostat, ça chauffait sans arrêt, c'était du 110. C'était en contact avec la tête des fois. Il y avait des brûlures et on disait il faut souffrir pour être belle. Mais souvent, il y avait des gens qui partaient sans les mèches. Pour celles qui refusaient de confier leur chevelure à cet appareil, le royaume de la frisure n'était pas totalement inaccessible. Avec ce fer à friser, on pouvait se friser soi-même ou de se faire friser, contrairement aux permanentes qui étaient hors de prix et puis il fallait passer une journée pratiquement. C'est le fer qu'il y avait un peu partout dans les foyers. Démonstration. Oh mais ça, j'ai brûlé les cheveux, mais oui. Là encore, ça n'était pas sans risque. Il suffit d'une seconde d'inattention, la preuve, pour qu'on brûle. Sans mèche brûlée, voilà le type de coiffure qu'on pouvait obtenir. If you ever go down Trinidad, they make you feel so very glad. Calypso sing and make up. La visite chez le coiffeur n'était donc pas toujours une partie de plaisir pour les femmes, mais pour les enfants, ça pouvait l'être. Alors ça, c'est le clou de la collection. C'est un fauteuil pour les enfants. Alors on le monte, on le descend par cette poignée. Ça date des années 60. Et les coiffeurs qui pouvaient investir dans ce genre de fauteuil jouissaient d'un atout infaillible pour attirer la jeune clientèle. Moi, ça me rappelle des souvenirs. Quand j'étais enfant, je suis monté une fois dessus. C'est sûr que cet objet, ça a toujours été un rêve de petit garçon, quoi, de monter sur un truc comme ça. Et un rêve de collectionneur quand il le retrouve enfin des années plus tard. Je vois la vie en rose. Il m'a dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Vous le savez, dans Jour de Brocante, on adore vous raconter l'histoire de notre patrimoine. Eh bien, nous avons maintenant rendez-vous avec Sandrine, une Toulousaine qui a écrit plusieurs guides sur les couleurs de Toulouse. Il y a le rose de ces briques et des tuiles, bien sûr, que vous connaissez tous, mais aussi le pastel que vous pouvez voir là, sur les volets. Ce pastel est très connu ici, Sandrine va tout nous expliquer. Bonjour Sandrine. Bonjour. Oh, et en plus, vous êtes couverte de pastel. Ah oui, c'est notre couleur emblématique. Magnifique. Sans retouche, quel homme en quel j'appartiens. Alors évidemment, on arrive ici à Toulouse, ça nous saute aux yeux, c'est ce fameux rose qu'on trouve sur les briques, Oui. sur les tuiles, d'où le surnom de la ville. De la ville rose, grâce à cette brique très originale et unique en France. Elle vient de la Garonne en fait. Oui, on a la chance d'être sur une grande plaine alluviale et on a su faire du manque de pierre un véritable atout architectural. C'est quoi? C'est un argile particulier qui donne cette couleur? C'est surtout la composition fer et manganèse qui va lui donner ce rouge orangé si caractéristique. C'est vrai que c'est plutôt rouge-orangé en fait que rose. Alors, on dit que Toulouse est à la fois espagnole et italienne. Italienne au petit matin où la brique est rose. Et espagnole en fin de journée où elle déploie des rouges orangés magnifiques qui présagent Il de faut grandes venir fêtes. le matin de bonne heure et rester jusqu'au coucher de soleil pour voir toutes les couleurs. donc. Effectivement. Alors vous disiez qu'elle était particulière cette brique. Ce sont quoi ces spécificités? On a appris l'usage de la brique et de la tuile canal des Romains et on a eu la grande chance de pouvoir garder jusqu'à nos jours l'usage de cette grande brique qui est large, qui est profonde. Alors c'est ça, cette brique, elle a des dimensions quand même plus grandes
que la brique traditionnelle qu'on peut trouver dans tout le reste de l'Europe. Exactement, très conséquente. On est sur un grand rectangle qui fait grosso modo 25 cm sur 50. On voit sur les façades, elle est beaucoup plus large et en fait elle est très profonde aussi. Très profonde. Et puis toutes ces briques, on le voit bien, elles sont très irrégulières, ce ne sont que des briques qui ont été faites à la main. Oui, c'est ce qui lui donne aussi cet aspect, cette élégance dans ce côté artisanal magnifique. Les murs sont roses avec toutes ces briques, mais les toits aussi sont roses. C'est le même argile, cette huile? C'est le même argile et la légende dit qu'on moulait les tuiles sur les cuisses des jeunes filles. Ah oui, parce que les tuiles, vous avez vu, elles ont cette forme comme voilà. ça, exactement. Et avec ce galbe qui part du genou jusqu'en haut de la cuisse. Ça, c'est une légende. Voilà. C'est ce qu'on dit. On dit qu'on repérait les fermes avec les plus jolies jeunes filles aux formes des tuiles canal qui les décoraient sur les toits. C'est joli. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Il y a quand même quelque chose d'assez amusant, c'est que si cette ville est nommée la ville rose, et si ce rose a pu exister, c'est avant tout à cause d'un bleu. Tout à fait. C'est la richesse du commerce du pastel qui donne ce bleu qui a permis à Toulouse de conserver l'usage de cette très belle brique. Alors ce pastel, c'est donc ce bleu qu'on voit là. Attention, il ne vient pas de n'importe où. Ça vient d'une fleur jaune, expliquez-moi. Alors ça vient d'une fleur jaune à feuilles vertes. À feuilles vertes, comme beaucoup de fleurs. Donc c'est cette feuille verte qu'on appelle le pastel? Tout à fait. Et c'est dans cette feuille où le bleu n'existe pas encore que l'on va travailler par une étape à l'époque qu'on appelait la cocagne. La cocagne, c'est une boule de pâte en fait qu'on fait à partir de ces feuilles. De ces feuilles. Et ensuite, on va pouvoir extraire un pigment d'un bleu végétal magnifique. Mais alors, il paraît qu'en fait, au départ, quand on trempe dans le pigment, on n'obtient pas un bleu tout de suite. Alors non, pour teindre au pastel, on monte une cuve qui est verte comme la feuille. Le tissu en sort jaune comme la fleur. Et en fait, c'est au contact de l'air que le jaune devient bleu. Tout à fait. Et ce bleu, donc, c'est bien celui qu'on retrouve sur tous ces volets. Oui, parce qu'en fait, étonnamment, des fonds des cuves de teinture, on s'est aperçu qu'on pouvait peindre les boiseries et qu'elles avaient naturellement la capacité à protéger le bois et à éloigner les mouches. Décidément, c'est une couleur incroyable. Magique. Merci beaucoup Sandrine. Je vous rends votre feuille de cocagne. Gardez-la, elle vous portera bonheur. Elle porte chance? Oui. Alors je la garde précieusement. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Viens avec moi sur les toits, voir la ville qui se noie. Ne dis rien, prends ma main, sois docile. Être un chineur invétéré, comme moi, on est loin d'être un professionnel. Eh bien, chaque semaine, un brocanteur nous propose de le suivre sur ses terrains de Chine et nous livre ses conseils et ses astuces. Il n'y a plus qu'à suivre le guide. Nous sommes sous le microclimat de Béziers, dans l'Hérault. Une dizaine de fois par an, le brocanteur Édouard d'Arsonval se rend dans l'un des plus grands déballages marchands du coin. Un rendez-vous immanquable. Là, vous avez pas mal de marchands étrangers, italiens, beaucoup de chineurs russes, américains, chinois. C'est vraiment l'endroit qu'il ne faut pas manquer. Là, on voit qu'il y a déjà énormément de monde. Dans cette halle qui rassemble des centaines de marchands, ce professionnel de la Chine va être notre guide pour une véritable leçon de négociation. Et sa démonstration commence avec l'un des objets les plus récurrents de la brocante, les verres. Alors là, nous avons une série de 6 verres en cristal, cristallerie de Lorraine. Quand on a un doute sur un verre en cristal, c'est assez aigu et net. Par rapport à un verre, vous avez un son creux. Ça, c'est 20e par rapport aux couleurs, très dans le style de Saint-Louis, Baccarat, années 50. À l'époque, les grandes cristalleries aimaient recouvrir d'une couche de couleurs différentes chaque pièce d'une série de verres. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une série de 6. Donc c'est assez rare.
forcément, il faut les prendre un par un et bien les vérifier s'ils ne sont pas abîmés. Toujours bien regarder, passer le doigt. Au doigt, on va bien sentir si c'est ébréché. Là, voilà, là on voit bien qu'il y en a un débréché. On ne peut pas l'utiliser, on ne peut pas boire dedans. Ça peut se restaurer, ça peut se repolir. Bon, là, ce n'est pas de la cristallerie très renommée, ça ne vaut pas le coup de les faire restaurer. Ça serait du Baccarat, du Saint-Louis, ça serait beaucoup plus intéressant. En plus des ébréchures, il y a un deuxième élément à vérifier avant de se laisser tenter. Toujours bien regarder l'éclat du cristal. Parce que souvent, des verres qui ont été passés au lave-vaisselle sont très ternes. Et c'est irréparable. On peut essayer de les nettoyer au vinaigre pour essayer un peu d'atténuer, mais il n'y a plus leur éclat. Le cristal est foutu. Par chance, toute la série a conservé son éclat, et à l'exception d'un verre ébréché, tous les autres sont utilisables. Par contre, on peut acheter la série pour garder les perles. Si vous voulez faire un repas romantique, c'est toujours bien, c'est agréable. Le lot est vendu 150 €. Un prix bien trop élevé selon Édouard. Pour lui, il suffit que l'un des verres soit abîmé pour diviser le prix par 2. Donc c'est là où il faut commencer à gratter pour essayer d'avoir à 60-70 € la série. Là, on fait un très bon achat. Notre professionnel, lui, ne les achètera pas car il met un point d'honneur à ne pas vendre de séries endommagées. Au détour d'un stand, il s'arrête sur du mobilier ancien, sa spécialité. Alors ça, c'est une encoignure, ça va dans un angle de mur, voilà. Elle est bombée, c'est intéressant, c'est dans le style 18e, parce que là on voit qu'il y a une très belle peinture, mais la peinture, elle a été faite récemment. C'est le style du dessin sur la façade qui va lui donner un doute. C'est joli, ça flash comme ça, mais quand on regarde dans le détail, c'est trop naïf pour que ça soit vraiment 18e. Pour le dater avec certitude, Édouard va inspecter le meuble sous toutes les coutures. Les moulures sont pas franches, c'est usé par le temps. Bon, l'intérieur a été repeint. Regardez bien les charnières, regardez, ça ne bouge pas de partout, celle-là elle a l'air stable. Donc ça, je pense plutôt que c'est une encoignure 19e. C'est en assez bon état, c'est très dommage que ça ait été peint. Voilà. C'est peut-être, on pourrait le décaper, redonner un aspect un peu plus ancien, plus authentique à l'objet. Il va s'appuyer sur son expertise pour tenter d'avoir le meuble au meilleur prix. Excusez-moi, c'était pour savoir en fait le prix de l'encoignure. Affiché 2000. Ah. Bon, 2000 €, c'est excessivement cher personnellement pour ce genre de meuble. Parce qu'en fait, c'est une peinture qui est moderne, qui est faite. Le meilleur prix sur ce genre de meuble, Je vais faire 1700. 1700 €. Notre brocanteur est-il prêt à se laisser convaincre? donc ça peut être intéressant ce meuble-là pour un particulier qui va flasher sur l'objet. Maintenant, pour un professionnel, un antiquaire qui achète cet objet-là, 1700 €, on est largement au bout. L'encoignure est beaucoup trop chère par rapport à la façon. Même si le brocanteur n'achète pas le meuble, il a quand même réussi à faire baisser son prix de 300 € en un tour de main. Conclusion, ne jamais hésiter à négocier. Édouard d'Arsonval s'arrête sur un lot qui pourrait bien intéresser sa clientèle féminine, les éventails. Il y a beaucoup d'éventails 19e et 20e. C'est des objets très décoratifs. Malheureusement, très dur à trouver en très bon état. On voit bien que l'éventail est trop abîmé, la soie est complètement déchirée. Donc à restaurer, ça coûterait beaucoup trop cher. Édouard sait que l'objet a perdu toute sa valeur marchande, inutile de s'y attarder. Le brocanteur trouve un autre modèle en meilleur état qui date du milieu 20e. C'est un éventail qui est en soie, qui a été peint à la main, avec le petit contour dessus qui est très sympa. Celui-là est en parfait état, recto verso. Bon, la carcasse est en bois, il a moins de valeur que s'il avait été forcément en ivoire ou en nacre, mais ça peut faire un bel objet de décoration. Comme toujours, c'est le prix qui va déterminer s'il s'agit là d'une bonne affaire. Ici, je peux faire 50 €. Ah, et le meilleur prix, c'est quoi? C'est déjà un prix, mais bon, à la limite, je peux le laisser à 40 €. 40 voilà, €. c'est le plus juste. D'accord, 40 € c'est le plus juste. Pour un professionnel, pour revendre, c'est un peu délicat. C'est pas un objet extrêmement rare, mais pour le particulier, 40 €, c'est très raisonnable. C'est bientôt la fin de la journée. Tous les marchands commencent déjà à remballer. Pour Édouard, c'est le moment d'avoir l'œil et de bien négocier. Et justement, il va faire une jolie trouvaille. Donc là, on a une lampe très sympa, en étrante de bureau. Alors le pied était en fonte émaillée, donc ça tient bien sur le bureau. Il y a juste un petit coup de nettoyage à faire. Pour ce genre d'objet-là, c'est de la laine d'acier très fine. Ça revient très bien. Là, un peu d'eau savonneuse et vous avez une très belle lampe. Le professionnel sait que ces lampes dites de banquier sont aujourd'hui très à la mode.
Ça, c'est des objets qui sont bien recherchés aujourd'hui par le particulier, par le professionnel. Surtout à 45 €, le prix est vraiment très raisonnable. Vous pouvez trouver ça dans un magasin plus dans une centaine d'euros. Par principe, il va essayer de réduire encore le prix. 40 c'est bien, 30 ça serait fabuleux. Donc on va essayer, c'est un peu le jeu de la brocante. Pardon, excusez-moi. Le meilleur prix sur cette lampe? Regardez s'il vous plaît. Ici, je peux faire 40 € s'il vous plaît. 40 €. Bon, c'est beau, mais elle est un peu crade. Bon, il y a un peu à rénover. Je ne sais pas si elle marche, tout ça. C'est quoi vraiment le. Elle est ancienne, monsieur. Moi, je suis preneur à 30. Allez, c'est bon, donne-moi 30 €. Merci. Ok, ça marche. Dernière astuce, comme Édouard, venez négocier vos objets en fin de brocante, car les marchands souhaitent écouler le maximum d'objets avant de repartir. C'est souvent là que l'on peut faire les meilleures affaires. Impossible de passer à Toulouse sans faire un détour par sa plus célèbre place, la place du Capitole. Et le Capitole, le voici. Il abrite à la fois la mairie et le théâtre de la ville. Avec 12 000 m² de superficie, la place accueille beaucoup d'événements. Et aujourd'hui, ce que les Toulousains célèbrent, c'est la fête de la Violette. Cultivée dans la région depuis le Moyen-Âge, elle est devenue l'emblème de la ville, surnommée parfois la Cité des Violettes. Never had a friend or wanted one, so I just lay back and laugh at the sun, 'cause I'm in Sugar Town. La brocante, c'est le lieu idéal pour chiner des meubles et des objets qui ont tout le charme de l'ancien et peuvent apporter un supplément d'âme à votre décoration. Nathalie, elle, est passionnée de brocante, mais elle aime aussi les lieux chargés d'histoire. Elle a donc racheté un ancien relais de chasse du XIIIe siècle qu'elle a transformé en maison d'hôte. Tout y a été chiné pour une ambiance confortable et très cosy. Dans le petit village de Pennes d'Agenais, sur les collines verdoyantes du Lot-et-Garonne, on peut apercevoir le relais de Roquefeureau. Un ancien relais de chasse du XIIIe siècle que Nathalie, ancienne galeriste et brocanteuse, a transformé en maison d'hôte. Au beau milieu de la nature et des animaux, Nathalie a fait de ces vieilles pierres l'écrin d'une décoration élégante et d'un accueil chaleureux. Bonjour, entrez, je vous en prie. Vous avez fait bonne route? Oui, ça a été. Bon, super. J'ai toujours adoré les grandes maisons, j'ai toujours adoré recevoir. Donc le métier de maison d'hôte, c'était vraiment comme une évidence. C'est souvent des moments sympas, c'est de belles rencontres. Quand parfois les autres partent en me disant « on est chez toi, chez nous », je me dis « mon but est atteint ». Humainement, c'est un métier magnifique. Mais avant de pouvoir ouvrir les portes de sa maison, Nathalie a dû faire face à des travaux de grande envergure. C'était affreusement triste, en très mauvais état, donc j'ai fait beaucoup de travaux. Pendant 3-4 ans, j'ai été maçon, à refaire les plâtres, les enduits, les planchers, les salles de bain, enfin un travail fou, quoi. En véritable mordue de brocante, elle a entreposé ses trésors de Chine dans toute la maison. À commencer par l'entrée, où l'on trouve des objets qu'elle a dénichés partout dans le monde, et notamment en Inde. J'avais acheté cette pierre indienne, là, qui est derrière moi. C'était un abreuvoir pour faire boire les oiseaux. Tous les petits ronds qui sont taillés dans la pierre, là. Tout le fronton, comme ça, tout travaillé, les colonnes. Enfin, je trouve que c'est vraiment un bel objet. Peut-être j'avais payé ça 200 francs. Et par contre, le transport en bateau, les papiers de douane, enfin, ça avait été un petit peu compliqué. Ça, c'est un pique-cierge qui vient du Pérou. Et il y a des petits miroirs, du bois doré, des couleurs un petit peu fortes comme on trouve en Amérique latine. On voit la patine des peintures, on voit l'usure du temps, enfin on voit que c'est pas un objet neuf. Puis en plus j'ai acheté ça dans des conditions chez un petit antiquaire. Vraiment j'avais adoré ce truc. Je trouve ça un peu kitsch, mais c'est vraiment un beau souvenir.
Dans le reste de la maison, Nathalie a fait preuve d'imagination pour faire entrer la lumière. Ses astuces, les couleurs claires et les miroirs. C'est vrai que ces maisons anciennes sont souvent un peu sombres, il n'y a que de petites ouvertures. Donc, et en enduisant les murs à la chaux blanche qui réfléchit un peu la lumière, et en ajoutant des miroirs, il y a des reflets qui sont intéressants et une lumière qui circule un peu plus. Ça, c'est un ancien imposte qu'on trouve encore d'ailleurs dans les villes, dans les halls d'immeubles. Donc j'avais acheté ça sur un déballage marchand au Mans, je crois. J'avais dû payer ça entre 600 et 800 €. Et donc quand je l'ai acheté, c'était encore rectangulaire. Et moi, j'avais juste coupé à la scie sauteuse pour retrouver la forme de 2001. Enlever bien sûr ces carreaux qui n'étaient pas jolis et pour y mettre des miroirs, toujours pour chercher un peu de lumière. Cette ancienne brocanteuse n'hésite pas à bricoler les objets chinés en donnant libre cours à sa créativité. Ça, c'est vraiment un petit coin que j'adore. Un peu comme les miroirs, je trouve que le verre, il y a des reflets, ça prend bien la lumière. Et ce cadre-là, en fait, c'est la porte d'une petite niche de chapelle. Je l'ai mis donc dans l'autre sens pour occuper l'espace au-dessus de cette petite table de bistrot, là. C'est en zinc repoussé. Et c'est pareil, le zinc est un matériau que j'adore. Il y a une patine dessus, du calcaire, il y a des nuances de gris que j'aime beaucoup. Et au milieu, j'ai mis un petit dessin. Souvent, j'aime bien mettre un petit tableau ou un petit dessin au milieu d'un cadre vide. Mais la pièce la plus originale du salon se trouve au-dessus de la table d'hôte. J'avais envie d'un lustre un peu important pour meubler cet espace. Et là, j'avais acheté un berceau de bébé, les petits berceaux à bascule, qu'on a découpé avec mon papa qui m'avait aidé, en ressoudant des volutes pour équilibrer le volume. Et j'ai mis quelques petites pampilles pour que ça scintille un peu avec la lumière allumée. Parfois, des gens prennent des photos en disant « Oh, je le referai chez moi ». Enfin, et tant mieux, c'est bien, c'est que ça leur a plu. À l'étage, où se trouvent les chambres, c'est un autre clin d'œil à l'enfance qui attend les hôtes. Ça, c'est un souvenir d'enfance. Je l'avais dans ma chambre quand j'étais petite, parce que je suis cavalière depuis petite fille. Et voilà, c'est un objet auquel je tiens beaucoup, beaucoup, qui est avec sa peinture d'origine, écrin d'origine. Voilà, c'est un beau souvenir. Dans les chambres, Nathalie a opté pour une décoration épurée. On y trouve une astuce récurrente, des portes d'armoire ou des volets reconvertis en cadre photo. Ou en placard. J'ai utilisé des vieilles persiennes et conçu et bâti le tour de façon à ce que les portes et ces persiennes s'intègrent dans le mur et fassent partie de la maison et ne soient pas un meuble rapporté. C'était des persiennes d'un vieil immeuble à Paris qui était en train d'être restauré et qu'ils allaient jeter. C'était dans une benne devant un immeuble en travaux. Et j'avais juste demandé aux personnes qui travaillaient là de m'aider à les charger dans mon petit camion. Je crois que je leur avais donné 50 €, je ne sais plus. Et je trouve que c'est une belle idée pour faire des placards. Des idées de détournement, mais aussi des mises en scène autour d'objets placés avec ingéniosité dans la maison. Parfois, les objets anciens peuvent être un peu tristes, un peu oubliés. Et on peut, avec une idée, leur redonner une nouvelle vie, une vie plus actuelle et qu'ils se réintègrent dans nos intérieurs aujourd'hui. Alors ça, c'est un objet que je trouve rigolo. J'avais dû acheter ça dans une brocante, dans les caisses qu'on trouve partout, des vieux trucs en fer. Et en fait, ça s'appelle un serviteur. C'est pour accrocher les ustensiles de cheminée. Donc je trouvais le clin d'œil rigolo de poser ça sur une cheminée. Et c'est devenu un porte-collier. Voilà. Lorsqu'elle chine, rien n'arrête Nathalie, pas même l'envergure des objets. L'une de ses folies, cette cheminée monumentale devenue le rendez-vous des hôtes pour prendre l'apéritif au coin du feu. Et voilà, je vous ai fait un petit rhum. Et dans cet endroit où tout a été chiné, une question revient souvent. Elle est d'origine ou Non, elle n'est pas d'origine. Moi, quand j'ai acheté la maison, il y avait déjà une cheminée à cet emplacement-là, mais c'était une grosse poutre posée sur 2 poteaux en bois un peu rustiques et vraiment sans intérêt. Et j'avais acheté cette cheminée qui est 18e chez un marchand de matériaux anciens, dans le sud-est, près d'Avignon, je crois. La couleur de la pierre est vraiment très proche de celle d'origine. Et voilà, on a l'impression qu'elle a toujours été là. J'adore quand on me dit ça. Une belle décoration chinée qui fait toujours son petit effet. Le pari est donc gagné pour Nathalie. Voilà, jour de brocante, c'est terminé pour
pour aujourd'hui. Moi, je crois que je vais rester ici, tenter de négocier cette très jolie série de verres sur laquelle je viens de craquer. J'espère que vous aussi, vous allez pouvoir faire de belles trouvailles dans vos prochaines brocantes. Je vous rappelle qu'on peut se retrouver comme tous les week-ends aux côtés de Bernard Poirette sur RTL, évidemment très bientôt dans un nouveau numéro de Jour de Brocante. Bonne journée! And it's a good day.